Merci Jean-Claude. Tout d'abord, je tiens à remercier la Sovcote pour l'invitation et pour me permettre de vous présenter cette conférence d'enseignement. Donc tout d'abord, je dois dire que j'ai été un petit peu inquiet au départ en voyant le sujet. Il faut savoir que ce sujet, en fait, est à l'ordre du jour depuis maintenant près de 25 ans, avec de très nombreuses études qui ont été publiées, des études... à la fois des études prospectives randomisées, beaucoup d'études comparatives et des méta-analyses. Et donc, si on considère que depuis 25 ans, on se pose la même question, sans doute que la réponse n'est sans doute pas facile à apporter. Donc, on va essayer de décomposer un peu ce sujet en plusieurs sous-questions. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques mécaniques et biologiques des transplants ? Quelle a été l'évolution de la greffe au fil du temps, les différents concepts anatomiques qui ont été utilisés? Quelles sont les difficultés techniques, les complications et éventuellement les séquelles? Les résultats sont-ils comparables? Et enfin, y a-t-il des indications spécifiques pour chacune des deux greffes? Donc tout d'abord, les caractéristiques mécaniques des transplants. Donc le LCA natif est en fait une structure ligamentaire qui est constituée de tissus conjonctifs denses, faits sous forme de rangées parallèles de fibroblastes et de collagène de type 1. Et en réalité, plutôt qu'un ligament monobloc, il se comporte comme plusieurs groupes de fibres qui sont soumis à des phénomènes d'allongement et de relâchement successifs. Si l'on considère la biologie des greffes qui nous concernent aujourd'hui, donc ligament patellaire et tendon de la patte doigt, il s'agit toutes deux d'une structure tendineuse qui se différencie d'un ligament. Donc un tendon est métaboliquement moins actif, les fibres de collagène sont plus parallèles et il y a moins de collagène de type 3. Et en fait, ces tendons vont être soumis à un processus de ligamentisation selon la loi de Roux qui veut que la fonction crée l'organe. Et il va y avoir 3 phases successives. Tout d'abord, une phase de nécrose avasculaire, suivie d'une phase de recolonisation, revascularisation, pendant laquelle la greffe est particulièrement fragile et qui va s'étendre entre la 6e et la 20e semaine post-opératoire. Donc cette phase, il va y avoir une désorganisation du collagène et la greffe est particulièrement fragile lors de cette phase de revascularisation, suivi d'une phase de remodelage et de prolifération lorsque la greffe est colonisée par les fibroblastes d'origine synoviale. Donc l'AS a publié une méta-analyse qui s'est intéressée à ces différentes phases, à la durée de ces différentes phases, à la fois dans des études animales et dans des études humaines. Et on s'aperçoit, et c'est assez surprenant, que la phase de maturation se prolonge largement au-delà de 1 an post-opératoire. Donc d'un point de vue de la mécanique des greffes, quel est le cahier des charges et quelles sont les caractéristiques auxquelles doit répondre la greffe? Elle doit être d'abord suffisamment solide pour éviter la rupture. Et en cela, la courbe force-allongement de l'étude de ces greffes nous donne 2 informations. D'une part, la résistance à la rupture, la résistance maximale à la rupture, et la pente de la courbe qui représente la rigidité de la greffe. Enfin, la greffe doit être suffisamment bien fixée dans les tunnels pour éviter les phénomènes de glissement. Et enfin, si possible, répliquer de manière la plus fidèle possible l'anatomie. D'un point de vue donc de la résistance, la phase critique concerne les 2 premiers mois pendant laquelle la greffe est particulièrement fragile et ne tient que sur les moyens de fixation. Donc ces moyens de fixation qui sont le maillon faible de notre construction de ligaments croisés doivent pouvoir résister à une force d'environ 450 newtons, ce qui correspond à un protocole de rééducation agressif. Donc quand on regarde maintenant ces propriétés mécaniques de ces différentes greffes, on s'aperçoit que la greffe elle-même, vous voyez, un ligament natif résiste à la rupture à environ 2000 newtons, un ischio-jambier quadruplé 4000 newtons et ligament patellaire 2300 newtons. Donc les 2 types de greffes répondent parfaitement au cahier des charges. Le point faible, c'est la fixation dans l'os. Et on voit que les moyens de fixation modernes, notamment pour les ischio-jambiers et notamment au niveau tibial où l'os est moins dense, il y a des progrès qui ont été faits et actuellement tous les moyens de fixation permettent de répondre au cahier des charges avec une résistance à l'arrachement supérieure à 500 newtons.
Si on regarde maintenant l'anthèse et la biologie de l'anthèse, on a une zone transitionnelle, on passe d'un tissu collagénique du ligament à un fibrocartilage, puis un fibrocartilage minéralisé et enfin à l'os. Cette phase transitionnelle permet une optimisation de la transmission des contraintes du ligament à l'os et ne peut être reproduite par la greffe, quelle que soit la greffe qu'on utilise. Donc, si on s'intéresse à cette anthèse, on va s'intéresser principalement à l'incorporation de la greffe dans les tunnels. Et de ce point de vue, le ligament patellaire présente clairement un avantage. On a un système de fixation rigide avec des baguettes osseuses. Le processus d'incorporation de la baguette osseuse dans le tunnel s'apparente au phénomène de consolidation d'une fracture. Et on peut considérer à partir de 6 semaines qu'on commence à avoir une consolidation de la baguette dans le tunnel. En revanche, pour les tendons ischio-jambiers, c'est un petit peu différent. Il y a d'abord un tissu fibrovasculaire qui va se former à l'interface entre le tendon et le tunnel, qui va secondairement se minéraliser, puis apparition de fibres de Charpey qui constitue l'intégration du tendon dans l'os, avec probablement, même si c'est difficile à étudier dans les différentes études in vitro, un processus d'incorporation plus tardif. Ceci explique également potentiellement les phénomènes de ballonisation des tunnels qui apparaissent dans les premières semaines après la chirurgie. Ils sont attribués à des phénomènes de micromobilité de la greffe dans le tunnel, soit une mobilité longitudinale, c'est l'effet tendeur, soit une mobilité transversale, c'est l'effet essuie-glace. Ces problèmes de ballonisation existent aussi dans le cas J, mais de façon moins importante dans la plupart des études, et peuvent poser des problèmes en cas de reprise chirurgicale. Donc en résumé, pour ce qui est des caractéristiques mécaniques et biologiques, une autogreffe de ligament patellaire ou de tendon de la patte doigt ne parvient pas à reproduire la nature complexe du ligament croisé antérieur natif. Les méthodes de fixation modernes, en revanche, sont suffisamment solides pour permettre des protocoles de rééducation précoce, et notamment dans la greffe aux ischio-jambiers, ce qui est un petit peu plus récent. Les techniques, initialement, il y a 20 ou 30 ans, souffraient un peu de ces systèmes de fixation. Les plots osseux permettent probablement une fixation rigide et une ostéo-intégration plus rapide. Et enfin, le processus de ligamentisation ne diffère pas entre les deux types de greffes et est un phénomène particulièrement lent.